de suite, mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face à l'actualité. C'est ici que nous parlons au pays dans tout le point qui fait fonctionner notre nation, la République démocratique du Congo. Alors, sur ce plateau, nous avons James Mbiya, qui est acteur politique de notre pays, secrétaire général adjoint. C'est quel parti politique? Du corps de patriotes congolais. Voilà, Copaco. Bonjour James Mbiya, comment la santé? Bonjour très cher Christian, je veux bien, je l'espère pour toi aussi. Qui fait grâce, on est là. De l'autre côté, il y a maître Jean-Pierre Boulonga, voilà. Il est président d'une structure de droit, de défense des droits de l'homme. Voilà. Bonjour maître. Bonjour messieurs les journalistes. Comment la santé? Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Déjà dans l'entrée des jets, on parle de la mise en place ou l'exécution de l'initiative du chef de l'État par le Task Force de l'assainissement qui est piloté par le service national. Ça a commencé depuis le 15 juillet et du côté Tchangou en montant jusqu'au centre-ville. Déjà, James Mbiya, comment avez-vous constaté le travail abattu par les éléments du service national? Très cher Christian, je vous avais dit l'autre fois quand nous avons, lors d'une émission, parlé de la question de la salubrité publique. Je vous avais fait montre que le gouverneur de la ville de Kinshasa avait de problèmes sérieux liés beaucoup plus à son approche managériale qui ne corroborait pas avec la réalité quinoise. Et vous avez constaté par vous-même que depuis l'annonce de service national et de leurs éléments sur le terrain, combien est-ce que cette partie de la ville de Kinshasa est devenue très propre, très salubre. Et moi je dirais c'est vraiment beaucoup de fleurs à jeter à l'endroit du général chef, Kasongo Kabouik. exactement de ce service, le général Kasongo Kabouik pour le service. Mais le seul souci est beaucoup plus lié à la pérennité et lié beaucoup plus à la continuité de ce service dans la ville de Kinshasa. Vous savez, il faut beaucoup de moyens, vous savez, il faut beaucoup d'efforts qui doivent être consentis tant par le gouvernement central que provincial pour réussir justement ces paris de la propreté dans la ville de Kinshasa. Néanmoins, nous pouvons constater, comme dans certaines vidéos qui circulent, où il y a certaines bavures liées au comportement parfois, bon, c'est vraiment superfétatoire, hein, tenant compte de la grandeur et de l'image que ces entreprises essayent de montrer ou de faire montre à l'endroit de tous les Quinois de manière particulière, voulais-je dire, mais également comme une sorte de soft du point de vue national, c'est-à-dire au travers ce qui se passe ici à Kinshasa, ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir et essayer, dans la mesure du possible aussi, essayer de copier. Merci beaucoup, James Mbiya. On revient à vous pour la dernière question touchant ici cette thématique. Maître Jean-Pierre, le service national est en œuvre pour remettre la ville de Kinshasa très propre. La manière de faire, l'exécution de l'assainissement que le chef avait d'ailleurs visité autrefois,
Est-ce que Maître Jean-Pierre peut dire qu'il est content? Oui, en partie, oui. Je suis très content. Et à un certain moment, c'était juste au courant de cette semaine ici. Je revenais du tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole. Et puis, arrivé au niveau de Plaja, j'ai reçu un coup de téléphone parce qu'on avait réunion au Fleuve Hôtel. Alors, je n'avais pas le choix que de prendre la moto et tout parce que la distance, elle est énorme. Et puis, en quittant Plaja jusqu'au Fleuve Congo Hôtel, nous n'avons fait que quelque chose d'une heure de temps sur la moto parce que j'étais attendu de l'autre côté. On devait faire tout pour que la réunion se tienne à taille et puis libérer les gens. Mais ça m'a émerveillé. Parce que Tchao que moi je connaissais auparavant, ce n'est pas le Tchao dont je veux. Oui, que tout le monde constate les embouteillages. J'ai aimé. Quand on fait quelque chose de bien, nous ne sommes pas là pour, même quand on fait quelque chose de bien, on critique et tout. Si c'est bien, on dit bien. Si c'est mal, on dit c'est mal. C'est ça aussi, on doit être un peu équilibré. Alors, de la manière que nous connaissons ce qui se passe à Pascal, au niveau de Pascal, au niveau des quartiers 1, au niveau des quartiers 3 et tout, vraiment, Kingasanya Souka, on est en train d'aménager le boulevard. En tout cas, même quelqu'un qui... Moi-même, j'étais en difficulté de reconnaître Pascal. Une personne a dit, la manière de faire du service national a étalé l'incapacité du gouvernement de la ville. C'est ça le problème. C'est clair. C'est ça le problème. Non seulement à 2 heures de temps, l'endroit est très salubre. Non seulement le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce qu'on ne peut pas ici parler des individus. Nous sommes en train de parler des services publics. Et les services publics sont régis par certains principes. Dans des grandes administrations au monde, toutes les grandes administrations au monde sont dirigées par 4 grands principes en droit administratif, parmi lesquels il y a le principe de continuité que mon co-débatteur a parlé ici, mais comment on peut pérenniser cela? Et c'est ça, là on fait allusion au principe de continuité des services publics. L'autre fait quelque chose, il s'arrête là, et puis l'autre continue avec ce qu'on vient de la continuité. Il y a aussi le principe de l'égalité, parce que quand on est devant les services publics, l'égalité devant la loi, devant les services publics, devant. Donc cette égalité-là doit être visible pendant l'exercice des services publics. Il y a aussi le principe d'adaptabilité. C'est-à-dire que quand l'État, comme les politologues est là, donc la société évolue. Même chez nous en droit public, le droit public est un droit évolutif parce que la politique s'adapte aux réalités du moment. À notre époque, on n'a pas connu le problème de Koulouna ici. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là, c'est une réalité, c'est un phénomène social, on doit faire face à ça. Et on vit avec ça il y a plusieurs années. On prend des règles, ainsi de suite. Il y a aussi le principe de neutralité des services publics. C'est que quand on accède à un service public, l'État, dans son imaginaire, travaille pour la satisfaction de l'intérêt général. Et là, lorsqu'on accède à un service public, on devient neutre. On ne peut pas porter des couleurs. Des casquettes, on est de tel parti politique, obédience, ainsi de suite. Là, il faut éviter. Parce que quand on est là, on risque de faire disparaître l'État. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous louons cette initiative, mais il y a des dérapages. Mon co-débatteur vient de souligner ce que nous déplorons tous, parce que depuis hier ou avant-hier, nous avons vu des images qui circulent. On tabasse les gens, on arrête et tout ça là. Alors que la compétence est d'attribution. On ne peut arrêter que celui qui a le pouvoir d'arrêter. Vous, on vous a envoyé là-bas à Sénur. Vous êtes là à faire un autre... Vous êtes en train d'accomplir un autre objectif. Vous ne pouvez pas arrêter. Quand vous arrêtez, ça devient une arrestation arbitraire. Nous voulons que le Congo soit un état de droit. Et un état de droit ne peut que se soumettre au droit. Ne peut pas poser des actes en dehors de la Constitution, en dehors des lois organiques, cadres et tout ça là. Les actes administratifs et les ordonnances du président de la République, décrets
et arrêtés ministériels, des décisions des autorités. Et voilà un état de droit. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de faire circuler de telles images, ça peut ternir aussi l'image de notre pays, alors que tout le monde, moi-même personnellement, j'ai loué cette initiative. Mais on ne peut pas, on ne peut pas outrepasser, c'est-à-dire qu'aller au-delà du cadre légal. Voilà ce que nous pouvons au moins parler de cette initiative. Comment arrêter? Comment on peut tolérer? Ils ne savent pas que lorsque on enlève quelqu'un des habits. Mais c'est ça. C'est un traitement inhumain et dégradant. Les gens ne savent pas que l'article 61 de la Constitution est contre la sacralité de la vie humaine. Tout à fait, à partir de l'article 16, que la vie humaine est sacrée. Voilà. Ça, c'est l'article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et tout le monde a le droit de ne pas être torturé. On ne peut pas toucher à l'intégrité physique d'une personne, lui faire subir un traitement inhumain. Ce sont des tortures, ce sont des traitements inhumains et dégradants. Dans les cas d'espèce, tout le monde ne peut que déplorer qu'il y a un bon sens. Mais néanmoins, dans les bons côtés, qu'on continue avec ça, qu'on pérennise là, comme le co-débatteur vient de dire là-bas. Bon, on est au début, ce sont des tâtonnements, mais on ne peut pas fermer la bouche lorsqu'il y a des dérapages. C'est une bonne initiative, voilà, mais qui doit être bien accompagnée pour qu'il n'y ait pas de violations des droits de l'homme, parce que nous sommes gestionnaires des violations, tout ça là et tout. Il y a aussi un point de la sensibilisation. La population n'est pas sensibilisée par rapport à leurs attributions aussi pour accompagner cette initiative. Il y a certaines personnes qu'on peut fouetter, on peut enlever les habits en public, mais parfois la personne ignore ce que fait les services nationaux sur le terrain. Parfois, il y a une dame qui m'a demandé, moi parce que j'étais sur le terrain, papa, on est banane. Alors j'ai commencé à expliquer à la dame, ah ouais, il y a Moussé, je me suis dit, bon, peut y avoir un problème de la communication. Tout à fait, il y a un problème sérieux de la communication, mais ça peut provenir d'où? Tout est régi par la loi. Lorsque nous lisons à partir de l'article 45 de la Constitution, alinéa 3, l'État a l'obligation. C'est une obligation. L'obligation n'est pas un devoir. En droit, l'obligation est un lien de droit. C'est que lorsque vous violez une obligation, vous avez votre juge qui peut vous juger. Raison pour laquelle nous sommes, lorsque j'ai perdu même l'idée que je voulais avancer en rapport avec ce que vous venez de dire ici. Donc, nous devons respecter la personne humaine. Ce service-là, nous l'acceptons, mais qu'il soit encadré. C'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, peut-être qu'en continuant avec la dernière chose sur cette thématique, avant de toucher la grande thématique qu'on va les continuer sur ce plateau. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de la communication, un problème de la sensibilisation, parce que même Dieu ne peut pas être dur avec un ignorant. Je ne sais pas si la loi aussi est dure avec les ignorants, parce qu'une personne, lorsqu'une personne ne connaît rien, on ne peut pas être dur envers lui. Alors, vous ne voyez pas que le service social devrait sensibiliser la population et toucher beaucoup, mais chez les quartiers pour que ce soit quelque chose qui pouvait être accompagné ou qui puisse avoir la continuité de l'exécution de cette initiative. Oui, très cher Christian, je suis d'accord avec ce que tu dis. Seulement, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur ce que disait Maître Jean-Pierre. Il y a ce qu'il faut retenir entre le texte et la pratique. Vous voyez, la pratique, elle est toujours... il y a toujours un pas entre les deux concepts qu'il ne faut pas essayer à tout moment de chercher, quand bien même l'idéal serait de voir les textes, la pratique suivre correctement le texte, mais c'est toujours difficile à concilier les deux. Voilà pourquoi, quand parfois certains actes se posent, qui parfois sont en marge de texte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de ramener ces actes dans le texte pour qu'il y ait une certaine harmonie. Et nous plaidons pour ça. Mais seulement nous voulons faire comprendre ici que l'État a ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime. Et partant de ces prérogatives, vous lui confiez, vous comprenez, dans la théorie même du Léviathan, dans la théorie de l'État,
des contrats sociaux. Hein. Je pense que le maître, quand nous parlons de tous ces concepts, il est du même avis que moi. Vous savez que l'État, par moment, il faut aller avec la contrainte pour essayer d'obtenir gain de cause. Il ne faut pas aller toujours avec le populisme. Il ne faut pas aller toujours avec l'approche selon laquelle le texte dit ceci, alors que dans la pratique, voilà, tel autre a échappé. Donc, c'est une œuvre humaine d'abord, le texte, et par moment, il arrive qu'il y ait une dichotomie entre les deux. Alors, par conséquent, je demanderai ici aux autorités de voir clair dans ce qui se passe dans les chefs, de ceux qui travaillent sur terrain, ceux qui sont dans les opérations. Vous mentionnez ici aspect lié beaucoup plus à la sensibilisation. La sensibilisation est beaucoup plus liée à l'aspect opérationnel également de l'action qui est menée sur terrain. Mais cette approche, moi je crois que Kasongo Kabwik l'a commencé bien avant. Et très tôt, il a fait ses annonces, il avait déjà abordé dans quel sens... Vous parlez d'annonces sur la population qualifiée ça de menace. Dans quel sens non? Je n'aimerais pas ici prendre des concepts de cette manière-là. Moi, je crois que ces derniers est muni d'une certaine autorité et d'un pouvoir lui confié, surtout par la première institution de la République. Et je crois, par conséquent, il mène cette mission avec l'intention justement de servir l'intérêt général. Il faut parfois recourir à certaines mesures impopulaires pour permettre que la République survive, que la République... Exactement, mais je n'aimerais pas que nous soyons aussi drastiques, mais du moins que nous soyons en mesure de permettre à l'État d'exister. On ne peut pas continuer d'en dire dans nos bouches au jour le jour que non, nous vivons dans une situation de non-État, mais lorsque l'État veut imposer, vous venez pour dire par la suite que non, vous voyez des pratiques que vous faites, et il y a le droit de l'homme qui doit être observé. Mais j'aimerais dire, très cher frère, très cher Christian, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez que la déportation de beaucoup de valeurs occidentales dans nos normes juridiques, ça commence à fruser un peu confusion. Et ça nous empêche réellement de pouvoir réaliser l'idéal de l'État que nous voulons. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment nous y mettre dans la tête. Parfois, nous commençons à réfléchir au fur et à mesure par procuration au lieu de résoudre des problèmes cruciaux de notre pays. Et ça fait très mal. Je ne suis pas ici pour commencer à développer la théorie selon laquelle il faut aller à l'encontre des textes. Mais tout simplement, je voulais faire remarquer ici l'État. Lorsque la puissance publique veut s'appliquer à quiconque, on veille en premier lieu d'abord que sur les intérêts de l'État. L'État est égoïste. L'État est d'abord dans ses carcans, il ne voit que ce qui intéresse et protège ses symboles. Et quiconque viole cela va retrouver par devant lui l'État. Et voilà pourquoi vous remarquez par moment, il y a certains actes qui sont commis dans la société. Ceux qui n'ont pas l'œil, bon je dirais pas, je ne dirais pas trop mais m'apaisantir sur mon domaine, mais ceux qui n'ont pas cette dimension de la science politique vont commencer toujours à verbiager, multiplier les concepts, alors que la réalité est telle qu'il faut endiguer ou résoudre le problème. Le problème, c'est de résoudre le problème de la salubrité publique. Et s'il faut le faire par moment avec des contraintes, et d'ailleurs je voulais ajouter un élément, c'est que est-ce qu'il est possible, dans une approche réformatrice, que l'État, que le gouvernement de la République, à travers un acte réglementaire, permettre que ce service public puisse avoir certaines prérogatives lui permettant justement de joindre à cette brigade. Vous rentrez encore dans le droit, dans les principes. Mais justement, c'est ce que je dis, le fait précède toujours le droit. Merci. Non, ça l'est pas, car mon souci est celui de voir par moment les réalités rencontrées sur terrain, vous voyez, être soutenues par le texte. Vous voyez, c'est rapprocher de texte, parce que c'est sur base, parce que l'État, tel que nous avançons dans la société, les réalités nous font montre que les textes, si nous n'appliquons pas la théorie de la régulation conjointe, nous nous retrouvons devant une situation où tout stagne. Il n'y aurait plus de l'évolution. Et pour évoluer, nous avons besoin de justement commencer à juguler entre les deux, la théorie et la pratique. Merci.
Alors, on prend la thématique phare qu'on va décortiquer ici. Je ne sais pas si Maître aura d'autres points à rebondir dans les dires de James Mbia, mais je pose déjà la plus grande question qu'on réfléchit ensemble sur ces plateaux et les téléspectateurs que nous suivons en ce moment, c'est sur l'acceptation du dialogue inclusif que le chef l'a manifesté lors de sa rencontre avec le chef religieux dans son bureau de travail. Maître Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la pression de l'opposition, grâce aux menaces des marches devant son bureau, grâce à tout ce que les Congolais voulaient que puisse avoir le dialogue inclusif que le chef a cédé? Merci encore une fois de la parole, mais avant de pouvoir parler de ça, j'aimerais quand même ajouter quelque chose, si c'est que mon co-débatteur vient d'avancer comme argument que nous saluons, mais on peut quand même ajouter quelque chose, c'est ce qu'il vient de dire. C'est en rapport avec le monopole de la violence. Bien sûr que Max Weber parle de ça, que l'État a le monopole de la violence. Alors, mais comment s'exerce cette violence? L'État se sert de quel mécanisme? Les mécanismes. Tout à fait. Donc, la violence de l'État, l'État qui a le monopole, nous disons que c'est un principe, le monopole de la répression appartient à l'État. Mais l'État exerce ce monopole de quelle manière? Très bien. C'est ça aussi. Et quand est-ce que l'État exerce? Nous ne pouvons pas aimer une chose et son contraire à la fois. Nous sommes dans un État qui se veut des droits. Parce que jusqu'alors, moi, j'ai du mal à parler de l'état de droit. Parce que c'est une théorie très vaste. Et s'il y a l'état de droit en République démocratique du Congo, nous mettons ça entre parenthèses. Mais c'est ce que les gens disent, que lorsqu'on est dans un état de droit, l'État ne peut pas agir en dehors des droits. L'État, le pouvoir politique qui s'exerce dans un cadre qu'on appelle l'État, doit rester conforme. Tout à fait. Est encadré, est domestiqué par les droits. Pour légitimer ses actions. Et pas n'importe quel droit. Là, on fait allusion au droit constitutionnel qui nous montre comment l'État naît, comment l'État s'exerce, comment il fonctionne, il y a passation de pouvoir, il y a des mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Le monopole de l'État aujourd'hui, c'est quoi? À l'époque, même à travers le droit pénal, il y a le droit pénal ancien qui était irrationnel, mais aujourd'hui nous avons un droit pénal intelligent. On a construit des prisons, nous avons des cours et tribunaux, nous avons la police judiciaire, nous avons le ministère public, nous avons des juges. C'est comme ça que l'État agit. L'État ne vient pas tuer, l'État n'est pas un tueur. Lorsque l'État trouve que vous marchez à la compte de ce que lui donne comme prérogative, comme injonction, s'il vous plaît, ce que je voulais dire, on vous appréhende. On ne vous torture pas. On vous amène parce que toute personne, même lorsqu'elle est accusée d'une infraction ou d'avoir violé la loi, est présumée innocente. Il y a le principe de présomption d'innocence. Alors, de quelle manière l'État va agir? Cette présomption d'innocence ne va s'éteindre que lorsque la personne aura été condamnée définitivement et que les voies de recours auront été épuisées. Dans le cas d'espèce, l'État agit. La police agit, on entend la personne. S'il y a des indices sérieux de culpabilité, on la amène au parquet parce que la police n'a que le pouvoir de garde à vue qui a au moins 48 heures. Dans les 48 heures, il l'amène au parquet. Le parquet a 5 jours. Et on peut prolonger la détention lorsqu'on continue, nous ne sommes pas là. Et le parquet, lorsqu'il est éclairé et qu'il voit qu'il y a opportunité de poursuite, on fixe le dossier au niveau du tribunal. Ce sont des mesures de contrainte. Les mesures de contrainte ne sont pas autres que des mécanismes qui sont prévus par les droits. Respecter la procédure pénale, comme le disait le professeur Luzol Bambi qui disait, pour que nous puissions savoir qu'un tel État est un État démocratique, alors le thermomètre d'un État se laisse voir dans l'application de la procédure pénale, dans l'essor qui est réservé aussi à l'opposition, dans l'essor qui est réservé aussi à la société civile. Non, l'État, mais c'est ça la majorité. Alors, il y a cet équilibre-là. Parce que le système démocratique, ce pouvoir-là démocratique, a au moins 4 caractéristiques. C'est un pouvoir partagé.
Au nom de quel principe? Au nom du principe de... On risque de perdre le fil l'idée de la grande question. Et là, vous commencez à enseigner la procédure. Non, je ne l'enseigne Quel pas. est le cadrage par rapport à ces tirs? Oui, je reviens. Si ça, pour ne pas aller trop loin, je venais de dire ici que le monopole, nous sommes dans le monopole. Le monopole de la répression appartient à l'État et l'État ne peut réagir qu'à travers les mécanismes qui sont prévus par les droits. Je n'enseigne pas la procédure pénale. C'est que l'État a sa façon d'agir. Lorsque vous lisez l'article 7 de la Constitution, on dit que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Toute personne a droit à la vie, toute personne a droit à son intégrité physique. Ce n'est pas que l'État doit prendre le fouet, commence à torturer les gens et on dit non, c'est ça le monopole. Non. Merci beaucoup. Le monopole, c'est à respecter la procédure. On entre dans la question que vous venez de soulever, c'est du dialogue. Le dialogue, c'est une question ou c'est une problématique qui a été voulue par la majorité des Congolais. Que ce soit les chefs de l'État, bien qu'on est en politique et tout le monde voulait qu'il y ait dialogue. Lorsque nous faisons allusion à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies, dans leur charte, ont prévu les mécanismes de régulation des conflits. Non recours à la violence, non tel. Même quand nous sommes en guerre, on finira par dialoguer. J'ai dit aux gens, mais regardez, la première démocratie au monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. La première puissance militaire, première puissance économique, ce sont les États-Unis. Ils sont en guerre contre l'Iran. Mais pendant que les armes sont en train de parler, les missiles, ainsi de suite, mais on recourt toujours au dialogue. Raison pour laquelle, au Congo, ici chez nous, nous avons cette culture-là, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Notre espace politique n'a pas encore intériorisé la culture constitutionnelle. Non. Parce que parmi les méthodes de régulation des conflits politiques, on devait se référer à tout moment à la Constitution. Mais ce n'est pas le cas pour le Congo. Nous, lorsque nous sommes bloqués quelque part, lorsque nous avons des conflits, on recourt toujours aux mécanismes extra-constitutionnels. Il y a toujours des conciliambés, il y a toujours des dialogues, il y a toujours des consultations, il y a toujours tel. À commencer d'abord par la table ronde, ça a commencé d'abord par là pour négocier l'indépendance. Il y a eu la conférence de Luabour, de Tantanarive, de Cocteau-David, de Kantiati, de Senko et tout. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, le pays va mal. Parce qu'il y a des conflits partout. De l'autre côté, nous sommes ici, mais à l'est du pays, il y a des gens qui se mettent là-bas. Alors nous continuons comme ça. Chacun doit camper sur son coin pour dire que non, il n'y a pas de dialogue, Non. Le dialogue fait partie de la culture démocratique. Et c'est ce que je voulais dire ici. Merci beaucoup. Alors, comme le président de la République vient d'accepter le dialogue, parce qu'à un certain moment, il y a eu divergence. Mais aujourd'hui, après avoir passé un moment avec les chefs religieux, au sortir de leur entretien, nous avons écouté Fridolin Ambongo, qui a dit que selon lui, je répète ce qu'il a dit, il dit, je suis content parce que, enfin aujourd'hui, le président a accepté que nous puissions aller au dialogue de tout cœur. Inclusif. Voilà. James Alors, nous voulons que ce dialogue soit inclusif. Merci. Qu'il n'y ait pas de concession, allons-y au dialogue pour que nous puissions trouver des compromis. James Mbia, est-ce que le président Tshisekedi a cédé à la pression de l'opposition ou il a eu peur parfois pour voir que s'il s'entête, ça va tourner en mal contre lui, ou il a agi comme un père de famille? Parce que d'autant plus qu'autrefois vous avez accusé, s'il faut le dire, accusé à tort les évêques de la Senko, mais aujourd'hui leur combat, on peut dire que ça paye. En tout cas, très cher Christian, je dirais encore une fois, je soutiendrai le dernier concept utilisé, bon père de famille. Donc c'est le pater familias. Quand vous êtes, vous voyez, à la tête d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, il faut savoir comment juguler entre les émotions personnelles et les bons vouloirs de tous. Et le président de la République sait très bien comment jouer cette balance. Et ce n'est pas aujourd'hui parce que l'Église a adhéré à la proposition, ou plutôt à l'approche du président de la République, vous allez venir aujourd'hui nous dire que non, le président de la République a cédé à la pression. Non. Le président de la République a toujours été ouvert au dialogue. Il a toujours montré sa bonne foi. Dès son premier mandat, deuxième mandat,
le président de la République s'est montré toujours ouvert et coopératif. Il parlait d'un dialogue un peu calqué en disant que... Non, c'est vous qui donnez... Il ne faut pas parler avec les gens qui ont le sang de Congolais entre leurs mains. Ça montrait qu'il n'y avait pas l'inclusivité dans ce qu'il lui prônait comme dialogue. Non, le problème... Parce que dans ce dialogue, il y a une particularité, on parle de l'inclusivité. Est-ce que je peux parler un petit peu, très cher Christian? J'aimerais dire ceci, même dans le ciel, le diable, plutôt Dieu dans sa seigneurie, un jour s'est rencontré devant une situation où le diable a fait irruption. Et Dieu ne l'avait pas chassé. Tout ce que Dieu a fait, c'est lui demander le sort de son fils Job sur la terre. Donc c'est-à-dire que si Dieu dans le ciel peut ne pas avoir, malgré les divergences qu'il y a entre les deux mondes, n'est pas refuser que Satan puisse intervenir ou interrompre sa réunion. Et combien à plus forte raison ici, nous, ses fils sur terre. Donc par là, je voulais faire juste un parallélisme pour faire comprendre et vous dire, mon frère, que le président de la République ne réfléchit pas selon les émotions. Parce que lorsqu'on gère l'État, on gère l'État avec l'âme de l'État et non pas avec les états d'âme. Et ça, le président de la République l'a compris depuis. Et il était toujours coopératif et prêt à dialoguer. Le seul problème avec le président de la République, et il l'avait fait comprendre, que ceux qui ont fait couler les sangs de Congolais doivent en payer le prix. Et la justice ne va pas être, je dirais, marchandée, diluée, tout simplement parce qu'il y a un prétendu dialogue. Non, soyons justes. Ceux qui sont morts, les familles qui pleurent aujourd'hui doivent obtenir plutôt gain de cause. Ce n'est pas par le biais du dialogue qu'ils l'auront. Les leurs sont déjà partis. Et on doit faire très attention quand nous parlons de l'inclusivité, oui. Et le président de la République a parlé de l'inclusivité, plutôt c'est Fridolin Ambongo qui nous a parlé de l'inclusivité. Mais c'est qu'a dit le président. Nous sommes... Fridolin Ambongo autour du président. Non, je dis... interpréter ce que le président a dit. Écoutez, très cher Christian, c'est le président de la République qui a parlé ou c'est Ambongo? Il a serré les... Est-ce que Fridolin Ambongo est le porte-parole du président de la République? Mais il donnait le compte rendu du... Moi, je vous ai posé la question. Attendons, s'il vous plaît, j'aimerais ici pas placer la charrue avant le bœuf. Il faut que nous ayons cette ordonnance convoquant justement le dialogue pour que nous nous certifions sur les tenants et les aboutissants qui vont justement nous conduire à la réalisation de ce dialogue. Alors, j'aimerais ici vous faire remarquer que l'Église catholique n'est pas le problème. Je parle ici beaucoup plus de la Synco et des dirigeants de cette structure. Et ces dirigeants de cette structure, non, ça ne l'est pas. Si je veux parler de la Synco, vous m'empêchez. Vous êtes de la Synco? Non, j'ai fait que poser des questions. Alors pourquoi m'empêchez-vous de parler de la Synco? Non, c'est mon temps de parole, bien entendu. C'est moi qui vous donne la parole. J'ai le temps, j'ai aussi ce temps-là d'accentuer les questions. Parce que vous séparez l'Église catholique et la Synco. Ben oui, je ne sais pas, tout simplement parce que lorsqu'on parle de l'Église, on nous voit tous. Moi, je suis de l'Église catholique. Mais lorsqu'on parle de la Synco, moi, je ne suis pas dans la Synco. C'est deux structures différentes ayant des personnalités juridiques différentes. Vous n'allez pas venir ici prendre les deux, les associer au même endroit. Le maître est là et peut certifier. Lorsqu'on parle des églises de réveil, on ne parle pas de Bethel, on ne parle pas de Armée du Salut. On doit faire la part des choses. Et quand ils viennent dans ces structures, ce sont des acteurs politiques à part entière. Ils viennent avec des intérêts précis. Et lors du dialogue, vous allez constater comment est-ce qu'ils vont commencer à jouer leurs cartes pour que chacun essaie d'obtenir ce pourquoi ils étaient en train d'insister beaucoup sur ce prétendu dialogue. Mais la vraie question est celle de savoir, est-ce que si le dialogue inclusif devrait intervenir, devrait mettre fin à notre combat pour le changement de la Constitution? Ça, nous disons non. Oh. C'est clair. Ah, maître Jean-Pierre, j'ai bien réfléchi la manière où on peut se mettre ensemble au regard de cette cape changement de la Constitution. Ça, je ne sais pas si vous allez répondre à cette hypothèse, mais aussi il y a un premier cadre. J'ai lu Nzanga Mobutu qui a dit on peut tout faire, mais c'est important qu'on puisse parler au pays. Votre mot. Merci encore une fois de la parole, mais avant de pouvoir parler des cadres et tout,
comme d'habitude, quand on est J'irai juste le temps du recadrage, voilà. Tout à fait. J'aimerais dire ceci. On ne peut pas aimer une chose et son contraire à la fois. Dans un cadre tel que celui-là, nous sommes en conflit. Et nous avons étudié les mécanismes de gestion des conflits ou les techniques de gestion des conflits. Il y a au moins, c'est lorsqu'on nous a instruit, parce que la science elle est dynamique, il y a au moins 5 mécanismes de gestion des conflits, parmi lesquels nous avons la négociation, nous avons la médiation, nous avons l'arbitrage, nous avons le jugement, ainsi que la force. Ce sont les 5 techniques de gestion des conflits. Lorsqu'on est parti au conflit, on ne peut pas se faire passer pour juge et parti. Voilà. Là, il faut faire la part des choses. Le pouvoir en place est une partie au conflit. La société civile, elle est là. L'opposition non armée. Et il y a aussi une opposition qu'on peut le vouloir ou pas. Nous avons en face de nous une opposition armée qui nous fait la guerre aujourd'hui. Bon, lorsqu'on vient avec ces sentiments, au lieu de se retrouver tout autour d'une table pour qu'on puisse transcender ces différends, on dit, je peux parler avec tel, je ne peux pas parler avec tel, je ne peux pas... La discrimination. Ces divisions-là ne nous amèneront nulle part. Nous voulons un dialogue inclusif. Je n'ai pas dit ça. Hein. Attendez que je termine. Oui, parce que vous êtes en train de réfléchir peut-être. Pour protéger, moi, vous allez à l'encontre. C'est ce que j'ai dit. Vous, quand vous parlez, vous soulevez des aspects. Vous aurez votre temps. Maître, observez quand vous parlez. Vous, quand vous parlez, moi, je reste serein. Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de problème, mais vous aurez votre état d'antenne pour dire que ce que maître a dit, moi, je n'ai pas dit ça. Allez-y, maître. Pour qu'il y ait une certaine harmonie. Alors, c'est ça ce que je voulais dire. Et les statuts aussi de la CENCO posent un problème. La CENCO, on ne peut pas considérer la CENCO aujourd'hui comme état un acteur politique qui participe à la vie politique directement. La théorie de la participation politique a des étapes. Nous avons la participation politique directe. Lorsqu'on parle de la participation politique directe, on fait allusion aux acteurs, aux acteurs étatiques qui font partie des 3 grands pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ainsi que le pouvoir judiciaire. Ce sont eux qui parlent au nom de l'État, qui engagent l'État, qu'on peut les considérer comme état des acteurs politiques directs. Il y a aussi la participation politique semi-directe. Les cas de partis politiques, les cas aussi de votants, parce que quand nous allons au vote, nous participons aussi à la vie politique pour influencer la décision, chercher qui va nous diriger demain ou qui peut nous diriger aujourd'hui. Et il y a aussi la participation politique indirecte. Là, on fait allusion au groupe de pression, tel que la CENCO aujourd'hui, c'est une organisation. Je suis totalement d'accord avec lui quand il dit que la CENCO n'est pas l'église catholique, c'est une organisation. C'est une organisation comme moi, je suis président d'une organisation au niveau national, je préside une organisation gouvernementale de défense des droits de l'homme. Je fais partie de la société civile, parce que la société civile, elle est plurielle. Tous ceux qui ne participent pas directement ou semi-directement au gouvernement, tout celui qui ne participe pas au gouvernement fait partie de la société civile. Par exemple, la CENCO fait partie de la société civile. La CENCO est un groupe de pression. Vous ne verrez plus jamais un Bongo postuler à la présidence, devenir ministre demain et tout ça là. Mais nous de la société civile, nous voulons que les choses changent. Parce que le pouvoir, on ne peut pas les conserver de n'importe quelle manière. On doit respecter les règles des nous avons la question des cadres que vous venez de poser ici. Les cadres, on les saura comment? Parce qu'il y a une certaine divergence. Le résultat d'aujourd'hui, la décision d'hier, qui nous a été annoncé par Mbongo, vient de loin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a parlé de ce dialogue ici. On est allé à Lusaka, en Angola, en passant par EAC, il y a aussi Togo, nous sommes allés au Qatar, là-bas, c'est comment on appelle ça? Doha, et puis il faut aller à Suisse et tout ça. Vous voyez, on ne peut pas exclure. Aujourd'hui, on ne peut pas
travailler, émerger et exclure la communauté internationale. Parce que le monde est devenu un village planétaire. Tout ce qui se fait ici est observé par la communauté internationale. Tout comme au niveau interne. Il y a aussi des pouvoirs en place qui disent non, les cadres, le dialogue doit se passer ici. Mais il y a eu des dialogues ici au Congo. Vous avez le dialogue des SAN, des Kantiat, ainsi de suite. Il y a eu des dialogues. C'était en Afrique du Sud. Non, je ne parle pas de SAN, c'était Saint-Sylvestre. Je suis bégayeur, parfois quand je parle, vous m'écoutez un peu très mal là. Je faisais allusion au dernier dialogue de Saint-Sylvestre là. C'était ici au Congo. Et puis il y a eu des dialogues à l'extérieur du pays, tels que Lusaka et puis San City. Donc le cadre n'est pas encore connu. Quand nous avons suivi le cardinal Ambongo hier, il a dit que les mécanismes, on va les savoir, chemin faisant. Voilà. James Bia, le problème du cadre aussi cause problème. Est-ce que pensez-vous que s'il faut, d'ailleurs parce que c'est un dialogue intelligent, s'il faut qu'on parle ici au pays, les Nanga, les Kabila, si on est d'accord de venir ici? Écoutez, je pense que nous parlons ici en tant que Congolais. Tout Congolais, je crois, a ces sentiments-là de voir que de telles assises se tiennent justement dans le cadre géographique national. Et par conséquent, je ne trouve aucun inconvénient que Congolais de son État puisse vouloir que une telle organisation, une telle manifestation puisse avoir lieu à l'extérieur. Ça décrédibilise en quelque sorte le sérieux des acteurs en présence. Parce que les gens qui ne savent pas comment parler chez eux préfèrent aller parler de choses de leur maison ailleurs. Ce sont des personnes qui en soi n'ont pas de dignité propre. Hein, vous voyez, ça fruse un peu la dignité de Congolais que nous sommes. C'est une honte de voir à tout moment que des grandes discussions qui concernent notre pays, que cela se passe à l'extérieur. C'est vraiment une honte. Je pense que dans le chef de tous les acteurs en présence, de toutes les forces vives, il y aurait ces sursauts-là patriotiques, nationalistes, de comprendre qu'il y a intérêt de parler au pays, de parler ici, en République démocratique du Congo, et non à l'extérieur. Que vous soyez de Sotan le Congo, que vous soyez je ne sais pas moi, de quoi que ce soit, faites un effort de mettre vos divergences de côté. Nous voulons que ce pourparler se tienne ici en République démocratique du Congo. C'est vraiment le souhait de Congolais que nous sommes. Voilà, maître, une question de curiosité. Il faut que vous puissiez donner votre avis. Voulez-vous que ça se réalise ici ou à l'extérieur du pays? Bon, jusque-là, c'est... Maître, il ne faut pas dire non. Hein? Soyons réalistes. Je ne suis pas contre. Voilà. Je ne suis pas contre ceux qui disent que le dialogue doit se passer ici au pays, ni contre aussi ceux qui disent Mais oui, parce que la Constitution de aujourd'hui, elle est produit d'un dialogue qui s'était tenu à l'extérieur du pays. Voilà, donc nous attendons jusque-là. C'est ça le problème. Nous allons dire un mot lorsque on va nous définir le mécanisme de la tenue de ces dialogues. Jusque-là, nous nous réservons. Nous nous réservons et puis moi je ne vois aucun mal. Le dialogue ici, nous l'avons cherché depuis très longtemps. Avec la guerre, où on a commencé la guerre a commencé, ça fait des années, 30 ans, on est là, on ne trouve pas de solution. Mais avec le dialogue, nous allons retrouver la paix, l'unité nationale, à travers le dialogue ici. Parce que tout le monde avait sa position. Mais aujourd'hui, lorsque on nous dit de pouvoir nous retrouver ensemble, qui va nous amener des prétextes aujourd'hui? Ceux qui ont pris les armes à réclamer le même dialogue ici. C'est l'opposition en armée, la société civile. Sauf qu'à un certain moment, le pouvoir qui marquait les pas, tantôt il veut le dialogue, tantôt il ne veut pas le dialogue, tantôt il pose des conditions, comme nous venons de le souligner ici, que non, sauf ceux qui ont pris les armes. Mais si, allons-y, parce que nous sommes en train de parler Congo. Aujourd'hui, si on va au dialogue, sans ceux qui ont pris les armes, sans Kabila, sans Fayoulou, bon, excusez-moi, je n'aime pas citer les individus, mais quand ce sont des cas, j'ai manqué seulement mon esprit ailleurs. Pour vous montrer que je suis en train de parler des cas, et il y a aussi des personnes qui représentent ces cas-là. Alors, lorsque on dit
nous ne pouvons pas dialoguer avec telle catégorie de personnes. Prenons par exemple, nous ne pouvons pas Qui dialoguer... a dit ça, maître? Non, ça, c'est une hypothèse. Ce sont vos suppositions. Je n'ai pas dit que vous Elles avez ne sont dit pas ça. fondées, maître. Non, nous sommes intellectuels. Ce sont des hypothèses. Vous ne pouvez pas interdire... Votre manière d'esquisser cela, c'est comme s'il y avait un acteur en présence qui a avancé cette approche selon laquelle elle serait exclue. Alors que le dialogue dit clairement que c'est inclusif. Vous voulez que je puisse aller tout droit au... Très bien. J'ai suivi les porte-parole du gouvernement. Avant de venir ici, oui. J'ai suivi les porte-parole du gouvernement. Quand je dis porte-parole Patrick Mouyaya. Mais oui, qu'est-ce qu'il a dit? Après que cette annonce soit donnée par la Senco. Vous l'avez suivi comme moi, non? Lui, à les suivre dans son speech. Il a tendance à exclure ceux qui ont pris les armes. Non, très cher. Alors, si tel est le cas, avec vous, attendez, parce que je fonde d'ailleurs mon argumentaire en rapport avec cela. Parce que vous ne voulez pas parler de ça. S'il vous plaît, j'ai abordé dans mon allocution une partie de sa communication. Parce que... Laissez mettre... Non, j'aimerais juste ajouter quelque chose avant que je laisse au maître de continuer avec la parole. Si vous allez prendre même mon temps de parole, ça ne dérange pas. Seulement, maître, il faut comprendre que Patrick Mouyaya était en train d'aborder dans ce sens. Il fait comprendre aux journalistes devant qui il était que les présidents de la République veillant d'abord, parce que vous savez que la justice est rendue au nom du peuple, mais les arrêts sont rendus au nom, du président de la République. Exécutés au nom du président de la République. Ouais. Mais vous allez remarquer que ces populations qui ont souffert de tous ces actes de barbarie, si nous prenons seulement l'aspect politique de ces dialogues, ils ne auront aucun dommage. Vous comprenez? Alors si il faut avoir un peu de sursaut, vous voyez, patriotique, un peu de souci pour toutes ces familles endeuillées aujourd'hui, de voir comment répondre ne serait-ce qu'aux problèmes qui résultent des actes posés par ces belligérants de rebelles. Ce serait une très bonne chose. Voilà pourquoi le président de la République insiste sur la justice. Voilà, merci. Chaque auteur individuellement je suis tombé vers la fin. C'est clair. Il ne faut pas se dire que le président de la République a expliqué. C'est mon tas d'antenne. Là, nous revenons encore au droit. Le conflit tel que nous l'avons aujourd'hui, dans le contexte congolais aujourd'hui, on ne peut pas expliquer ça. Oui, tout à fait, on cite directement. Pour que le sursaut patriotique que vous parlez ici, les victimes, et après le dialogue, seront soulagés de quelle manière? Mais nous avons tous les mécanismes de droit. Oui. Lorsque le pays est en danger, il y a des mesures qui se prennent, exceptionnelles même. Ça, nous sommes en droit administratif. On retourne au droit constitutionnel. Oui. Le Parlement, qui représente le peuple, peut prendre des mesures telles que l'amnistie. Parce que parmi les acteurs qui doivent venir dialoguer ici avec nous, c'était ceux qu'on avait à mort. Voilà. Attendez que je termine. Oui. Si on ne prend pas... Si on ne prend pas tous ces aspects-là, vous voulez que ça se fasse ici à Kinshasa, ils ne viendront pas. Voilà. Ils ne peuvent pas venir ici comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Non, il y a certains d'entre eux qui sont condamnés à mort. Kabila est condamné à mort. Ce sont les acteurs importants qui peuvent faire partie du dialogue que nous voulons. Important que tous les Congolais. Non, papa. Peut-être vous m'étonnez. Pourquoi vous défendiez il n'y a pas longtemps ici la vie humaine, la sacralité de la vie humaine? Protégez-moi, oui, on va donner notre rendez-vous. Les gens qui ont été condamnés à mort, les décisions sont là. Lorsque ces décisions-là ne sont pas votées, et vous voulez que le dialogue se passe ici au Congo, ils y participeront de quelle manière? Ça, il n'y a pas de réponse. Raison pour laquelle il y a des mécanismes. Si, il y a des réponses. Comme il y a des mécanismes de droit, on peut prendre une loi d'amnistie par le Parlement. L'amnistie, le mot amnistie veut dire pardon. On pardonne tout le monde. Ce n'est pas pour la première fois, on a vu que ça existe. C'est le droit. Il y a la grâce présidentielle, il y a l'amnistie et tout ça. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas la grâce présidentielle, c'est l'amnistie qui peut faire une loi d'amnistie. Lorsque ces gens-là
ces leaders-là sont amnistiés, ils viendront ici un homme libre. Voilà. De venir ici, vous savez, avec l'époque de Mobutu, il y a eu des cas de Moulin et les autres qui ont été bandits. Non, mais vous m'avez interrompu. C'est vous qui avez utilisé mon tas d'antenne. Acceptez que je voulais juste dire que, très cher Christian, tu vas remarquer que tous les dialogues que la RDC a eu organisés ont été toujours satisfaisants du point de vue politique. Social, zéro. Économie, zéro. Et si nous continuons sur cette lancée, que pour satisfaire les politiques, vous allez remarquer que même Mobeko Likunzi, la constitution de la République démocratique du Congo, ne sert à rien. Parce que là, nous parlons de procédés extra-constitutionnels. Et lorsque nous sommes dans des procédés extra-constitutionnels qui viennent régler les problèmes, plus que la constitution elle-même, alors c'est qu'ici, en République démocratique du Congo, que l'on cesse de dire que la Constitution est une loi suprême, que la suprématie de la Constitution, que tel article, que tel autre ne devrait être touché, que telle disposition ne devrait... C'est faux. Nous sommes ici en train de régler et de servir que de politique en lieu et place de traiter des questions sérieuses qui peuvent conduire au développement de la République démocratique du Congo. Et c'est très malheureux que de voir parfois, c'est même de la société civile, s'élever pour commencer à défendre des politiques qui ont endeuillé ces pays depuis plus de 30 ans. C'est malheureux. C'est très grave. C'est très malheureux. Je suis en train de réagir. Je suis en train de réagir et je dis à mon Maître, vous réagissez sur base de quoi? Non, j'ai réagi. J'ai réagi parce que vous parlez de mécanismes extra-constitutionnels. On n'est pas en dehors de droit. En droit, il n'y a pas, le droit n'a pas comme celle sous la loi, il y a aussi la coutume. Merci. Ça fait partie de ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. Mais devant la coutume, en dehors de coutume constitutionnelle, nous sommes en train de parler d'un qui est explicite. Vous savez comme moi, je l'applique à la normativité. Vous savez très bien. Le mercredi prochain, on aura encore cette même présentation pour qu'on puisse parler et payer. Vivez son temps, et surtout prenez soin de vous à chaque jour. On n'a même pas parlé des changements de la Constitution. Au revoir plutôt. Prochainement. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku